Voilà, elle s'appelle Soumia Lopocholi, c'est ça. Merci. Elle est commissaire de police. Donc, votre place, c'est dans un commissariat. C'est dans un commissariat. Ce n'est pas à la tête d'une structure de la gestion des marchés. Mais si votre frère Boukbessi Payadoua, qui était ministre des ministres de l'administration territoriale, vous a parachuté là-bas pour que vous faites de l'argent, vous en avez fait suffisamment. Pourquoi je vous interpelle? Je vous interpelle parce que vous êtes en train de faire un abus de pouvoir. Depuis que j'ai commencé par faire les directs et je mets les projecteurs sur les PAM, j'ai appris que vous n'avez cessé d'harceler, comme vous êtes commissaire de police, et qu'au Togo, dès qu'on est un homme en tenue, on intimide les gens, on fait du trafic d'influence, on menace et tout ça. Donc, depuis que j'ai commencé les directs, j'ai appris, les directs où je mets les projecteurs sur les PAM, j'ai appris que vous menacez les gens. Vous menacez des gens dans votre structure, vous les menacez, vous cherchez qui donne des informations à M. Ferdinand Ité. Ferdinand Ité va nous tuer, je vais perdre mon poste, il y a des millions à gagner, c'est notre vache à lait. Là, ce n'est pas encore un problème. Mais le problème, c'est que vous avez, dans cette recherche effrénée de l'informateur, je ne sais pas quoi, vous avez placé, comme vous êtes commissaire de police et que vous avez des relations, vous avez placé certains de vos employés sous l'écoute. De quel droit vous, une simple directrice de l'EPAM, établissement public de gestion des marchés publics à Lomé, vous permettez de passer par des réseaux pour mettre un citoyen sous l'écoute à Togocel? De quel droit? Les écoutes téléphoniques, les écoutes téléphoniques sont réglementées par la loi. Vous devez savoir ça. Vous devez savoir ça. Même si le Togo est un pays de dictature, on parle de Pegasus et tout ça, les écoutes téléphoniques sont réglementées par la loi. Vous avez fait le droit. Vous êtes une commissaire de police. Vous êtes une commissaire de police. Vous ne pouvez pas vous permettre d'utiliser des réseaux à Togocel pour mettre des gens qui travaillent dans votre boîte sur l'écoute. De quel droit? Mais vous ne voyez pas que vous allez trop loin? Qui vous a donné ce droit de mettre des citoyens sur l'écoute? Et au Togo, il n'y a que la justice. Il n'y a que la justice, le procureur, même s'il y a des cas, même si on met beaucoup de gens sur l'écoute sans l'avis de procureur, dans la loi, il n'y a que le procureur qui peut dire mettez-nous ce numéro sur l'écoute parce qu'il y a une enquête ou bien il y a une question de sécurité nationale. De quel droit vous permettez d'utiliser vos réseaux, vous actionnez les gens togociens pour mettre certains de vos collaborateurs sur l'écoute? Et vous soupçonnez des innocents. Vous jetez des innocents en pâture. Mais vous sortez d'où avec ça? Donc on est dans une république où tout le monde se permet n'importe quoi. Je comprends que les dénonciations que je suis en train de faire risquent de vous coûter votre poste. Mais depuis 7 ans que vous êtes à l'EPAM, vous avez mis plein d'argent dans les poches. Vous avez fait beaucoup de choses. Vous avez acheté des terrains partout, vous avez construit des maisons, tout. Que vous ne pouviez pas avoir en tant que commissaire de police. Mais vous avez fait quoi de particulier pour les femmes dans les grands marchés? Rien du tout. Rien du tout. Donc, moi, je tiens à vous dire de faire très attention. Moi, je suis sur ce dossier de très près. Et j'interpelle les autorités, et particulièrement le ministère de la Sécurité et le ministère de la Justice. Comment se fait-il qu'un homme en tenue, parce qu'elle est commissaire, elle va utiliser des réseaux à Togociel pour mettre un citoyen sur l'écoute, ou des citoyens sur l'écoute? Mais on est dans un état policier, où tout le monde utilise ces réseaux pour faire n'importe quoi. Donc, cette dame doit quitter là-bas. Il faut qu'elle retourne dans un commissariat. Et je pense qu'il est temps d'intégrer les commerçants ou les femmes dans la structure de gestion du marché. Il faut qu'une délégation de femmes rentre dans la direction de la gestion des marchés à Lomé pour défendre les droits des femmes. On ne peut pas bombarder des commissaires de police, des fonctionnaires à la tête de l'EPAM, et ils sont tous fonctionnaires là-bas et ils font n'importe quoi. Non. Il faut réformer l'EPAM. D'ailleurs, on a pris un décret pour mettre l'EPAM
sous la responsabilité du district autonome de Grand Lomé, mais ce décret, on peine à l'appliquer. Je reviendrai là-dessus plus tard. Il y a un décret qui ramène les PAM sous l'autorité de la direction générale le grand district autonome de Lomé. Mais, compte tenu des intérêts qui sont en jeu, les gens ne veulent pas que le décret soit appliqué. Donc, les PAM est toujours sous l'administration territoriale. Le ministre a sa part, il reçoit ses bons, son argent, ses primes. On remplit son frigo, les PAM payent les bons de carburant, tous les ministres en reçoivent, les directeurs, chacun se partage l'argent. Et les femmes sont dans les saletés, dans la boue, dans le marché. Est-ce que vous êtes content? Vous êtes content quand vous vous promenez dans les marchés de voir tout ce qui se passe là? De voir Atikpodi, Agbadahonou, le Togo, tout ça, ces marchés qui sont sales, qui sont des poubelles dans lesquelles nos mamans, nos soeurs, nos frères travaillent. Vous êtes content? Pendant que vous ramassez des millions, vous achetez des terrains, vous construisez des appartements meublés partout. Vous roulez carrosse. Et vous ne voulez pas qu'on parle. Et vous êtes devenu paranoïaque, vous soupçonnez vos collaborateurs et vous vous permettez d'utiliser vos réseaux pour mettre les gens sur l'écoute. Vous avez l'autorisation de mettre un citoyen sur l'écoute? Vous avez l'autorisation de mettre un citoyen sur l'écoute? C'est pour ça que je m'adresse directement à vous, parce que l'acte que vous posez est extrêmement grave. Et mérite d'être dénoncé. Donc, si vous voulez vraiment qu'on cesse de parler de vous, mettez-vous au travail. Si vous volez 100 francs dans les caisses de l'EPAM, mais mettez 10 000 francs au service des femmes pour construire des infrastructures. Personne ne vous empêche, on ne va jamais arrêter le vol. On dit souvent que qui travaille à l'hôtel vide l'hôtel. Vous aurez votre part, mais travaillez. Vous ne pouvez pas tout vider dans les caisses et ne rien faire pour les gens chez qui vous allez prendre des taxes et des impôts. Vous sortez d'où avec ça? Vous sortez d'où avec ça? Donc, tant que la situation de nos mamans, tant que la situation dans nos marchés, tant que nos marchés seront comme des poubelles, pendant que vous récoltez des taxes, vous avez beaucoup d'argent et que vous vous partagez entre vous, on va vous dénoncer. On va vous dénoncer. Et moi, je me ferai personnellement un combat. On va vous dénoncer, on va vous exposer. Donc, vous avez intérêt à retrousser vos manches pendant que vous êtes encore là et vous mettre au travail. Il ne fallait pas attendre que Ferdinand dénonce l'état des hangars de marché de Agbadahonou pour que vous mettiez à démolir les hangars. Mais votre direction est dans ce marché. Vous venez garer votre voiture Fortuna là-bas. Vous voyez l'état dans lequel les hangars se trouvaient. Jamais vous n'avez eu l'idée de réaménager tout ça. Il a fallu que quelqu'un qui soit à 10 000 km puisse mettre des projecteurs pour que vous commencez pas bouger. Donc, soyez-en sûrs, on va vous tenir. Et arrêtez les abus de pouvoir. Arrêtez de faire ce que la loi ne vous permet pas de faire. Mettre les gens sur l'écoute. Vous sortez d'où avec ça? Donc voilà ce que je voulais dire rapidement sur le cas du marché et les dérives de cette dame-là, Somia Lopocholi, qui est commissaire de police, que son frère Boukossi a nommé à la tête du marché de l'EPAM depuis 6 ans ou 7 ans. Et elle fait la pluie le beau temps là-bas, elle s'enrichit avec ses amis. Et quand on en parle, elle est là soupçonnée de ses collaborateurs d'être des taupes ou je ne sais pas quoi et se permet d'aller de demander à des relations togocielles de suivre la traçabilité des communications des gens. Donc voilà ce que je voulais dire. Et franchement, sur cet aspect-là, je suis un peu en colère parce que ce qu'on appelle les écoutes téléphoniques, c'est interdit par la loi. Même la Constitution. Je ne sais pas ce que dit la nouvelle Constitution, mais la Constitution protège toute cette communication. Et quand il faut écouter quelqu'un, il faut avoir une autorisation de la justice. Vous êtes commissaire de police, vous avez fait un peu le droit. Donc arrêtez de faire de n'importe quoi. Moi, je ne vous connais pas. Je n'ai pas envie de vous connaître. Je n'ai rien de particulier avec vous. Donc, mais je vous dis, une fois que vous gérez une structure publique,
on doit vous rappeler à l'ordre, on doit vous critiquer, on doit vous dire les choses telles qu'elles doivent se passer. Si vous n'êtes pas d'accord, retournez au village, allez cultiver le champ et personne ne viendra vous embêter. C'est ça, la République. Quand vous êtes au service des citoyens, les citoyens ont le droit de vous critiquer. Ça, c'est élémentaire, ça. C'est élémentaire. Donc, voilà ce que je voulais dire. Et je voudrais enchaîner par un autre sujet aussi qui va dans le même sens. J'ai appris que la dernière fois aussi, quand on a mis les projecteurs sur les chantiers abandonnés de baies, notamment à Ligo, à Corée-Sewa et Maria Auxiliadora et toute cette zone-là, il m'a été rapporté par des amis dans le quartier que les chantiers ont repris timidement. Les chantiers ont repris timidement. Il y a quelques ouvriers qui sont réapparus sur le chantier, pas pour les grosses œuvres pour le moment, mais ils sont en train de revoir les caniveaux. Et j'ai appris qu'il y a eu un petit décaissement pour les entreprises. Et je vous disais que ce sont des chantiers qui étaient financés par le budget d'investissement de l'État, qu'on appelle souvent le BIE. Et donc, c'est un chantier du gouvernement togolais. Et il est inacceptable que le gouvernement ouvre des chantiers selon une prévision bien donnée et qu'ils ne les terminent pas et qu'ils abandonnent les chantiers qui deviennent des soucis pour les riverains, pour les usagers et pour les Togolais ordinaires. On parle toujours encore du gros souci, à savoir le déplacement du réseau, la TDE, Togo Télécom et tout ça, surtout aujourd'hui qu'on est passé à un système numérique. Donc, on parle des réseaux, de déplacement des réseaux avant la reprise de tout le chantier. Mais pour l'instant, il m'a été rapporté que les ministres, les ouvriers sont revenus sur le chantier. Donc, encore une fois, pour vous dire que on va continuer par dénoncer. On va continuer par dénoncer. Et quand on va dénoncer, les lignes vont bouger. Comme j'ai eu à le dire, en attendant le changement, c'est eux qui sont là. Et une fois qu'ils sont là, ils doivent travailler. Parce qu'ils sont payés par les contribuables que nous sommes. Ils sont payés par l'État. L'État, c'est-à-dire l'ensemble des citoyens togolais. Le président de la République, il est entretenu par l'État togolais. C'est-à-dire vous et nous, les taxes que nous payons, les impôts. Et le Premier ministre, pareil. Les ministres, pareil. Les directeurs de société, pareil. Tous ces gens-là, ils sont entretenus par nous. Et donc, c'est pourquoi nous les entretenons. S'ils ne travaillent pas, nous sommes autorisés à leur rappeler ça. Ce n'est pas dans le monde qu'ils font dans la République. Ce n'est pas des bons samaritains. C'est des gens qui sont là, à des postes de responsabilité, qui sont nourris, blanchis, habillés par la République, et qui ne veulent rien faire. À partir du moment où ils ne veulent pas travailler, c'est de notre devoir de les rappeler, de leur dire, vous êtes là pour travailler, pourquoi je n'ai pas d'électricité dans ce quartier, pourquoi il n'y a pas d'école, pourquoi il n'y a pas d'hôpitaux, alors que je paie les taxes. Les taxes, ce n'est pas seulement quand les impôts viennent chez vous. Quand vous payez un produit dans une boutique, vous payez la TVA. Donc, c'est une taxe que vous payez. Quand vous allez acheter une boîte de cigarettes, une boîte de sucre, une boîte de sardines, vous payez la TVA. La TVA, si je ne me trompe pas, c'est 14 ou 17% dans nos pays. C'est énorme. Donc, vous payez la TVA. Donc, chaque citoyen qui achète chaque jour quelque chose qu'il consomme paye les impôts, paye la TVA. Ce n'est pas quand vous avez seulement une société qu'on vient vous voir, que vous payez chaque fin d'année les impôts. Non. Chaque jour que vous payez quelque chose dans la rue, dans une boutique, il y a une TVA que l'État prélève là-dessus. Donc, on ne peut pas continuer par entretenir des dirigeants, des ministres, et pendant qu'eux se foutent de la gueule des citoyens. Donc, c'est de notre responsabilité de parler quand ils ne travaillent pas. C'est de notre responsabilité de crier sur eux, dans le respect bien sûr, s'ils font des choses qui ne vont pas dans le bon sens. C'est ça. On peut critiquer dans la courtoisie, on ne va pas manquer de respect, mais on va dire les choses parfois tout crues. Pour que ces gens comprennent qu'ils sont à la tête de la République, ils ont bloqué le compteur de changement depuis 30 ans, depuis le début du processus de démocratisation, ils ont bloqué le compteur, à chaque fois c'est eux, mais pendant qu'ils sont là, il faut qu'ils travaillent. Et ils doivent travailler. S'ils ne travaillent pas, on va gongonner dans les oreilles, jusqu'à ce que leur tympan s'ouvre. On va le faire. On va le faire. Donc voilà, moi, c'est la logique dans laquelle moi je suis. Quand ça ne va pas, il faut dénoncer. Dénoncer, c'est déjà proposer. Quand vous dénoncez, c'est déjà une proposition.
Et nous, les journalistes, on le sait mieux que quiconque. C'est pour ça que quand les journalistes font des dossiers, on dit, ah oui, vous critiquez, qu'est-ce que vous proposez? Non, dénoncer, c'est proposer. On apprend ça, ça c'est les béabas. Dénoncer déjà, c'est proposer. Le journaliste n'est pas un dirigeant pour aller faire le travail de ceux qui, s'il vous plaît. Excusez-moi. Le journaliste n'est pas là pour faire le travail des autorités. Et les autorités non plus. Elles ne sont pas là pour faire le travail des journalistes. Donc, le journaliste, quand il dénonce, c'est qu'il ouvre les yeux aux dirigeants pour corriger les erreurs de la société. Donc, dénoncer, c'est proposer. Donc, nous allons intensifier la dénonciation pour que ceux qui ont la mission aujourd'hui de gérer notre pays puissent le faire, hein, et soulager les souffrances des populations. Ça n'a rien d'être un opposant ou je sais pas quoi, non. C'est un travail de routine. Donc voilà, donc j'ai appris que les lignes bougent un peu sur les chantiers de Bel-Aba. C'est tant mieux. On espère que il y aura suffisamment d'argent pour que le chantier puisse évoluer et qu'on termine 14 km de rue dans la ville de Lomé. Ça fait 3 ans, vous n'arrivez pas à terminer ça. C'est quand même une honte. C'est dommage. Donc voilà ce que je voulais dire. Ensuite, je voulais parler aussi du communiqué de notre cher ministre du Tourisme. Vous savez qu'il y a un communiqué qui est sorti il y a quelques jours, qui a fait jaser beaucoup et qui a provoqué beaucoup de commentaires. Et ce communiqué qui avait un ton carrément d'injonction, demandait aux promoteurs des établissements hôteliers de mettre en pole position la télévision nationale dans leur chambre d'hôtel pour valoriser la culture de notre pays. Et que le constat a été fait par le ministre que la télévision nationale est délaissée au profit des chaînes étrangères. Et donc, le ministre demande désormais aux promoteurs des hôtels de mettre la télévision togolaise en avant pour promouvoir la culture togolaise. Peut-être que l'intention est bonne, certainement qu'elle est bonne, mais la manière et connaissant ce qui se passe chez nous, ce communiqué a fait sourire beaucoup de gens. Ça a même provoqué des moqueries parce que les gens sont surpris de voir qu'un ministre de la République ne pose pas le vrai problème. Il est en train de surfer sur les détails, histoire de prouver en cette période de gestion des affaires courantes et que lui aussi il existe. On ne sait pas ce que le prochain gouvernement va donner, donc chacun essaie d'exister à sa manière pour qu'on ne l'oublie pas. Peut-être que c'est dans ce sens-là aussi qu'il a balancé ce communiqué, mais c'était un communiqué inapproprié. Un communiqué inapproprié dans ce sens que avant de demander, parce que les hôtels c'est un domaine c'est un domaine de service. C'est un domaine de service. Et le service tient compte du goût des clients. Le service est lié au client, aux préoccupations du client. Si vous avez un restaurant et que les gens ont l'habitude de venir manger chez vous, je ne sais pas quoi, le attiéké, au détriment de la pâte avec adémé, on ne va pas venir vous demander, écoutez, il faut désormais préparer Akoumé avec adémé parce que c'est pour valoriser la culture togolaise. Et lorsqu'on parle de la TVT, est-ce que le ministre s'est posé la question de savoir d'abord c'est quoi le contenu de la TVT? Qu'est-ce que la TVT produit comme contenu depuis des années? Moi, ça fait au moins 15 ans que je n'ai plus suivi la TVT. J'ai plus suivi la TVT parce que je ne sais pas ce que je peux apprendre sur la TVT. Et donc,
ça fait 15 ans, moi, je n'ai pas suivi la TVT. Et je suis certain que il y a des gens au Togo, ça fait 10 ans, 5 ans, 6 ans, ils ne suivent pas la TVT. Ils suivent d'autres chaînes. Alors, pourquoi l'audience de la télévision nationale a baissé de façon vertigineuse? Il y a forcément un problème. Il y a forcément un problème. Et c'est à ce problème-là qu'il faut s'attaquer. Que de s'attaquer aux symptômes. Quand vous prenez la TVT, c'est quoi la production de la TVT? C'est quoi les programmes de la TVT? La TVT produit quoi? En termes de production. Parce que pour valoriser la culture togolaise, il faut d'abord qu'il y ait une production. Ce n'est pas en montrant pendant une semaine les évalas, comme on va le faire bientôt, ou en montrant à Bobozan, ou en 2 minutes dans le journal de 20 heures, que la TVT valorise la culture togolaise. Non. Ça, ce ne sont que des petits reportages d'un journal. Donc, c'est quoi la production de la TVT? La TVT, vous l'avez transformée depuis des années en une boîte de propagande du régime. Au point qu'il y a même des citoyens qui disent que les seules choses qui sont vraies sur la TVT, c'est les feuilletons et puis les avis de décès. Et que tous les autres sont sujets à caution. Donc, quel citoyen aujourd'hui a le temps d'aller regarder une télévision qui ouvre son journal, audience du chef de l'État, audience du Premier ministre, audience de tel ministre, et puis après on fait propagande, UNIR a fait telle activité, une ONG proche d'UNIR a fait telle activité, et puis après on dit bonsoir, à demain. On apprend quoi avec ça? Et puis à l'aide des réseaux sociaux, on apprend quoi avec ça? J'ai l'habitude de dire à des amis qui disent que oui, il faut créer des télévisions en Afrique pour défier les chaînes internationales, ce qu'on qualifie, bon, avec l'ère aujourd'hui du panafricanisme, ce qu'on qualifie des chaînes impérialistes. Je dis à des amis que vous n'avez pas les moyens. Vous n'aurez pas les moyens. Vous n'en aurez pas. Parce que ces gens-là, ils sont à 1000 ans d'avance sur vous. D'abord en termes de vision, en termes de gestion des médias et en termes d'anticipation, de prospection. Moi, j'ai visité des grands médias au monde. Il y a des médias privés qui sont créés il y a 200 ans aux États-Unis, qui continuent de travailler. Il y a des médias qui sont créés il y a 100 ans, qui continuent de travailler. La dernière fois, j'étais à New York Times, au Times Square là-bas. C'est d'ailleurs la célébrité du New York Times qui a donné le nom à ce quartier, Times Square. Mais vous retrouvez tout depuis la création de ce journal et la continuité, 100 ans après, 150 ans après. Voice America, pareil. Mais les médias, c'est pareil. Chez nous, en privé, quand on a eu plein de journalistes qui sont décédés ces derniers temps, pour des raisons de précarité et tout, plein de journalistes de la presse privée qui sont décédés. Mais dès que tu décèdes, ton journal disparaît. Il n'y a pas de relève. Ça veut dire que le modèle même ne tient pas. Vous avez des journaux ici qui ont 100 ans, 150 ans d'existence. Celui qui l'a créé, on se rappelle juste de lui en regardant dans l'ours. Des générations sont passées et le journal existe. Pareil, avec nos médias d'État. Nos médias d'État produisent quoi pour être attrayants dans le temps. Ils produisent rien. Les gens qu'on nomme à la tête des télévisions comme la TVT, c'est des griots de UNIR. C'est des gens qui ont fait la délation dans la boîte de la télévision, qui ont saboté leurs confrères, qui ont fait des gris-gris et qui ont fait le plus de zèle pour unir. Et un matin, le ministre plaide leur cause et puis on les bombarde directeur de la télévision. Donc quand il devient directeur de la télévision, tout ce qui l'intéresse, c'est d'être là, de faire la promotion du parti au pouvoir pour garder son poste. Après, dans ces boîtes-là, on couche avec n'importe qui. Les hommes, les directeurs, ils couchent avec les filles comme ils veulent. En tout cas, celles qui n'ont pas de moralité. Mais quand on voit le ministre du Travail parler de harcèlement sexuel dans les administrations publiques, où est-ce qu'il y a plus de harcèlement sexuel qu'à la TVT au Togo? Où est-ce qu'il y a plus de harcèlement sexuel à la TVT qu'au Togo? Au Togo qu'à la TVT? Vous arrivez là-bas à la TVT, il faut que les filles fassent les promotions canapé et couchent avec les directeurs, les adjoints, les directeurs de programme pour pouvoir être choisis pour suivre un reportage, pour faire ci, pour faire ça. C'est une saleté, c'est une débauche là-bas. Vous avez déjà redressé tout ça? Maintenant, parlons de la production. La TVT produit quoi comme émission? Il y a eu par exemple les inondations. Avez-vous demandé à la TVT, vous et votre collègue de la communication, de faire des émissions, d'avoir une grille de
programme de faire des émissions dont les sujets touchent directement les besoins de la population. Quand il y a eu les inondations, est-ce que vous avez pu appeler des universitaires, des ingénieurs, des architectes pour débattre sur la question des inondations au Togo? Pourquoi, de façon saisonnière, il y a des inondations au Togo et quelles solutions les experts proposent? Vous avez fait ce débat? Quand il y a eu le délestage, est-ce que vous avez fait une émission sur la TVT, sur le délestage, invitant les experts pour poser la question de savoir pourquoi on a investi énormément dans l'énergie et qu'il y a encore des délestages au Togo? Est-ce que c'est des mauvais investissements, est-ce que c'est des projets foireux ou est-ce que l'argent est passé? Est-ce que vous avez fait ce débat? Non. Est-ce que vous avez fait le débat de l'impact de la coupure de courant sur les activités économiques en invitant la chambre du commerce, le patronat, des spécialistes, des commerçants pour que des gens viennent débattre sur la télévision nationale les impacts qu'ils ont, les conséquences qu'ils ont? Vous ne suivez pas les chaînes étrangères. D'ailleurs, dans vos ministères, là, dans tous vos ministères, la première chaîne qui apparaît, c'est France 24. Quand on va dans les ministères, dans les bureaux des ministres, là, c'est France 24. C'est d'abord France 24. Et vous venez nous parler de la position de la TVT. C'est France 24 qui est d'abord dans vos ministères. Donc, il n'y a pas de débat. Vous suivez les chaînes étrangères. Vous voyez comment aux États-Unis, en France, en Allemagne, il y a de vrais débats. Ça n'a aucune couleur politique. Ça concerne les problèmes de la société, que ce soit sur les médias de services publics, que sur les médias privés. Il y a des débats tous les jours. Et ce n'est que les débats qui font évoluer une société. C'est en confrontant les idées qu'une société avance. Je comprends naturellement qu'une dictature comme la vôtre ne peut pas autoriser des débats sur une chaîne publique. Parce que si on fait des débats sur une scène publique, le peuple qui est au fond de Djarbanga, de Pendjal, il saura ce qui se passe au Togo. Donc vous n'avez pas intérêt qu'il y ait des débats sur une chaîne publique. Vous avez d'ailleurs même interdit les radios qui émettent à Lomé d'aller au-delà de Lomé, aller jusqu'à Tivier, Vaucan, tout ça. Les fréquences des radios sont limitées dans la région maritime, ou particulièrement à Lomé aux environs. Donc ça c'est le propre d'un régime de dictature. La dictature n'aime pas que l'information circule. Donc naturellement, la TVT, vous l'avez réduite à une boîte de propagande. Et pourquoi vous venez vous plaindre aujourd'hui? Pourquoi les Togolais vont perdre le temps à aller suivre des conneries sur la TVT, une boîte de propagande? C'est sur la TV, vous parlez de culture, c'est la TVT qui diffuse plus de programmes étrangers. Les feuilletons brésiliens, indiens, les chansons ivoiriennes, congolaises. C'est pas sur la TVT que ça se passe. Il y a eu une initiative des Togolais qui ont juste besoin d'un peu d'argent pour faire prospérer ça. Je pense que c'était sur YouTube. La série Ahoué. Mais cette série, les promoteurs de cette série ont été obligés de lancer un appel de fonds publics. Ça, c'est pour valoriser la culture togolaise. Mais vous êtes ministre de la culture, vous avez donné combien aux promoteurs de la série Ahoué pour qu'ils puissent valoriser la culture togolaise? Vous avez donné combien? Rien du tout. Même si vous avez donné, c'est peut-être des miettes. Vous avez donné combien? Rien du tout. Donc, vous ne pouvez pas vous lever du jour au lendemain pour demander aux gens ou forcer des gens à acheter une télévision qui ne produit rien. Nous avons une quarantaine d'ethnies sur l'ensemble du territoire. Est-ce que la TVT a les moyens de valoriser, chaque ethnie, par exemple? De faire des documentaires, de produire un certain nombre de choses. De parler des hauts fourneaux de Banjoli, de la tradition Bassa, comment est-ce que les gens dansent sous le feu, d'où vient cette tradition, d'amener des spécialistes, de parler réellement des Evala, l'origine, les fêtes Kotokoli, Adosa Gadao, les trucs de Mango, tout ça. Est-ce que vous avez une télévision pour produire tout ça? C'est la culture togolaise ça. Les repas, nos repas, d'où vient la nourriture, tout ça, comment ça se prépare? Est-ce que vous avez des émissions pour ça? Vous avez demandé à la télévision de faire ces productions? Les nombreuses cascades, les sites touristiques que regorge le Togo, est-ce qu'il y a des émissions spécialisées sur ça? Le marché de Togoville, où on continue de faire le troc, on ne paye pas avec l'argent, vous valorisez ça? On était ici, c'est France 24 ou c'est pas TV5 Monde qui a fait une émission sur le marché au troc de Togoville. Vous faites quoi? Vous faites quoi? Et vous venez nous dire que il faut que des gens aillent suivre la télévision nationale. Quelle télévision nationale? Moi je ne vais pas payer pour aller suivre des gens qui racontent leur vie.
Donc ce communiqué est inapproprié. Les artistes qui sont là, comment vous aidez à les promouvoir? Depuis que vous êtes ministre, vous avez contribué à faire construire une salle de spectacle. Vous avez construit un palais de la culture. Vous avez aidé à construire un musée. Là, il y a l'Allemagne qui veut nous restituer une partie des biens volés pendant la colonisation. Vous allez les garder où? Vous n'avez pas de musée. Le processus est enclenché. L'État allemand veut nous renvoyer, veut nous retrocéder ces biens-là, les biens culturels qui ont été emportés, pillés pendant la colonisation. Vous n'avez pas de musée? Peut-être que vous allez attendre que l'Allemagne vous donne encore l'argent pour construire un musée, pour les garder. Et quand on va vous donner l'argent, vous allez couper les 30%. Donc, arrêtez d'énerver les Togolais. Arrêtez de publier des communiqués qui n'ont aucun sens. Pour que les gens suivent la télévision, il faut savoir, il faut faire un sondage pour savoir pourquoi il y a un désintérêt de la population vis-à-vis de la télévision nationale. Pourquoi les gens ne sont plus attirés par la TVT? Et corriger le problème là où il se pose. Mais tant que vous allez faire de la TVT un média de propagande où il y a toutes les saletés, les conneries là-bas, mais personne ne va regarder ça. Parce qu'aujourd'hui, chacun a un téléphone intelligent. Hein. Les gens vont sur YouTube pour suivre des films et tout ça. Les gens n'ont pas le temps. C'est quand on était petit dans les années 70 qu'on va dire, oui, Bruce Lee, Wang Yu. Donc, on va regarder sur la télévision, on va regarder la TVT. Dans les années 80, tout ça, quand il faut suivre, je sais pas, Zorro et tout ça, que les gens suivaient la TVT. Parce qu'il n'y avait pas d'autres chaînes. Il n'y avait rien du tout. Mais depuis, le monde audiovisuel a connu des mutations énormes. Et ça avance très vite. Qu'est-ce que vous pensez aujourd'hui de l'intelligence artificielle? Vous recyclez vos gars de journalistes là-bas? Ou bien ils évoluent toujours avec les anciennes méthodes? Aujourd'hui, toutes les télévisions sont au drone. Les gens émettent de partout. Vous pouvez faire un duplex. Vous avez des moyens pour faire un duplex, que quelqu'un soit d'Apaon et qu'il parle qu'on le sorte en même temps. Alors, arrêtez de raconter des trucs qui n'ont aucun sens. Promouvoir la culture togolaise, d'accord. Nous en serons tous fiers. Mais cela passe par une vision. Et on met les moyens. Donc, n'obligez pas les Togolais à aller suivre la TVT. Parce qu'elle ne produit rien. Elle ne produit rien. Rien du tout. Rien du tout. On en reparlera. Donc, je voulais décortiquer aussi rapidement ce communiqué. Et puis, je passe à un autre sujet. Je voudrais parler de la visite. Non, avant la visite, je voulais parler de Ashkroun. Je voudrais parler d'un sujet un peu sensible, le Ashkroun. Vous savez que le Ashkroun, c'est le Haut Commissariat pour la réconciliation, c'est pas un truc comme ça qu'on a créé à la suite du processus piloté par Monseigneur Bariga, est né le Ashkroun. Le Ashkroun qui a pour mission, je pense, de travailler à l'apaisement, l'indemnisation des familles qui ont été victimes de la période qui a été définie par le régime. Et pourquoi je voudrais parler de Ashkroun? On a le sentiment que chez nous au Togo, nous construisons toujours les maisons par le toit avant d'arriver à la fondation. C'est-à-dire on fait toujours les choses à l'envers. Autant le régime des Adema que le régime de Fort sont des régimes autoritaires, autocratiques, sont des dictatures implacables qui ont fait d'énormes dégâts dans des familles. Et en 2005, pour ceux qui sont très jeunes, qui ne le savent pas, il y a eu plus d'1 millier de morts pour que Fort s'installe dans le fauteuil présidentiel. C'est un fauteuil très ensanglanté. Il y a eu au moins 1 millier de morts, selon les rapports. 1 millier de morts. Et depuis, il y a eu des morts depuis 20 ans. Des assassinats, des disparitions. Toujours sur le tableau macabre de ce régime. Mais les 38 ans des Adema ont été une période de la grande nue pour notre pays. Beaucoup d'assassinats. Et que le processus vérité, justice, réconciliation avait été au départ
suggéré pour essayer de panser les plaies. Mais beaucoup de gens étaient restés dubitatifs. Et d'ailleurs, nous avons été parmi ceux qui critiquaient ce système-là, parce qu'on avait le sentiment ou la certitude, s'il faut le dire ainsi, que en fait, on voulait juste mettre du sparadrap, on ne veut pas régler les problèmes de fond. On fait semblant d'entamer un processus, de faire une justice transitionnelle, mais à la fin, on ne situe pas les responsabilités. Et c'est ce qui est en train de se passer avec le H-Kroon. Depuis un temps, le H-Kroon se promène dans le pays pour soi-disant indemniser les familles des gens qui ont été victimes du régime. Et on a de l'argent qu'on distribue aux gens. Beaucoup d'argent. Cet argent, d'abord, on aurait pu l'utiliser pour construire des écoles, construire des centres de santé, acquérir des scanners pour les régions. Parce que se lever du jour au lendemain, aller distribuer 600 000 francs par personne dans les familles, que c'est l'indemnisation qu'on vous accorde, parce qu'à un moment donné de l'histoire de notre pays, le régime a pris la liberté de votre parent, de votre frère, d'un neveu à vous. 20 ans après, 40 ans après, c'est ce qu'on vous donne pour que vous vous calmez. C'est comme on achète le silence des gens. Pour que la vérité s'installe au Togo, il faut d'abord une justice. Il faut une justice et il faut situer les responsabilités. À un moment donné de l'histoire, qui a fait quoi? Et pourquoi? Sans cela, les processus biaisés comme vérité, justice, réconciliation, avec ce que le H-Kroon fait, n'aboutiront absolument à rien. Ce n'est que du cosmétique. Ce n'est que du cosmétique. Je suis tombé sur une liste de 1530 personnes que le H-Kroon compte indemniser dans la préfecture de Logou, dans les plateaux, dans les préfectures de Logou, pour le mois de juin qui est passé. 1530 personnes. Et à ces personnes-là, chacun doit avoir 600 000 francs. Faites le calcul. Moi, je ne suis pas fort en calcul. Faites le calcul. Et ces gens, on estime, ou les faits ont établi que leurs parents, leurs ascendants, ont été victimes. On ne sait pas quel genre de victime, de quelque chose pendant le règne des Yadema. Vous savez très bien que pendant le règne des Yadema, il y a des gens qui ont été arrêtés parce que les dictatures sont des régimes de délation. Kofi qui veut de la promotion, il va mentir sur Kossi. Pacha qui veut de la promotion, il va mentir sur Kodjo. C'est un régime de délation, une dictature. Donc les gens essayent de guetter, de piller leurs camarades pour aller les vendre pour pouvoir avoir de la promotion. Et donc au Togo, beaucoup de gens ont été victimes de ces pratiques-là. Des gens étaient à la maison ou à leur lieu de travail, on est venu les arrêter et on leur a collé des infractions ou c'est pas des crimes et tout ça. Ah oui, vous critiquez Yadema à votre lieu de travail, vous avez insulté l'autorité, vous planifiez un coup d'État, vous avez fait ci, vous avez fait ça. Et donc, dans cette atmosphère de suspicion généralisée, de délation et de vénalité, il y a des gens qui ont été victimes. Donc, il y a des enfants qui ont vu leurs parents être arrêtés. On les a gardés injustement pendant des années. Après, ils sont sortis très affaiblis. Ils ont perdu leur boulot. Ils ont perdu leur retraite. Ils sont décédés. Vous imaginez le préjudice moral pour les enfants? À l'époque, on vient à la maison, on arrête votre père devant vous, ou bien on va l'arrêter à son lieu de travail, on le menotte, on va le mettre dans une cellule secrète, il reste là-bas pendant des années ou des mois, il perd son boulot, et vous devenez des enfants errants, vous n'avez pas d'avenir, vous n'avez pas qui pour acheter vos fournitures scolaires, vos frais de scolarité, et vous devenez des délinquants. Il y a eu plusieurs familles qui ont subi des préjudices moraux pendant le long règne des Yadema. Et donc, aujourd'hui, la première des choses qu'il faut faire, si la commission Justice, Vérité, Réconciliation a abouti à quelque chose, si ces travaux ont abouti à quelque chose, c'est d'abord de prendre un décret, après que la justice ait saisi du dossier, si on décide de ne pas poursuivre les auteurs, si certains sont vivants, d'autres sont déjà morts, c'est à l'autorité de prendre un décret pour réhabiliter la mémoire des gens. Parce que pour certaines familles, la mémoire
est plus forte que les 600 000, les 500 000 que vous allez donner aux enfants qui ont perdu leurs parents il y a 20 ans, 30 ans. Qu'est-ce qu'on a à foutre de 600 000, de 500 000 que vous allez partager aux gens? Les gens tiennent à la mémoire de leurs parents. Les gens tiennent à la mémoire de leurs ascendants. Les gens tiennent à la mémoire de leur père. Il y a des gens qu'on a tués au Togo, on n'a jamais vu leur corps. On ne sait pas où ils sont enterrés. Les enfants sont traumatisés à vie. Vous imaginez qu'on vient enlever votre parent et jusqu'à ce jour, vous ne savez pas où est-ce qu'il a été enterré, où est-ce qu'il a été tué. Donc vous n'avez jamais réussi à faire le deuil. Et donc, on vient comme ça, et puis on dit oui, voilà, on reconnaît que l'État a créé du tort à votre parent il y a 20 ans, il y a 25 ans, donc pour apaiser vos cœurs, nous avons fait une liste chaque année, on vient donner 600 000 francs à chaque membre de la famille. Mais c'est pas sérieux. C'est pas sérieux. Sur la liste de 1330 personnes à Takpamé, 1330 personnes, et on va donner 600 000 francs chacun. Ce n'est pas 600 000 francs par famille. 600 000 francs à chacun, même si ce n'est pas famille. Le problème n'est pas une question d'argent. Ce n'est pas une question pécuniaire. C'est pas ça qui va réparer le tort. C'est vrai que dans certaines familles, il y a quelques brebis galeuses qui sont en manque d'argent. Ils vont prendre les 600 000 pour aller boire une bière. Mais le préjudice moral, la mémoire des parents qu'on a perdus, la mémoire de ce membre de la famille qu'on a perdu. Oui, il y a des Gaston par exemple, il y a Djagba, dans les années, après le coup d'État, il y a Djagba. Il y a Djagba qui a disparu, personne ne l'a jamais vu. Et le père de Foussena, qui est décédé il y a 2 ans, personne là, qui a disparu, qui a été enlevé, qui a disparu. Il y a Bruce. Il y a Bruce qui était, je sais pas, le directeur de cabinet de Monseigneur Kodjuro, qui a été enlevé et qui a disparu. Il y a plusieurs personnes qui ont perdu des proches comme ça. On ne sait pas ce qu'ils sont devenus. En 2005, c'est pareil. Des gens ont disparu. Des gens ont été enterrés dans des lieux où personne ne sait jusqu'aujourd'hui. Donc vous ne pouvez pas venir dire aux gens, prenez l'argent, et puis bon, cette affaire est réglée comme ça. Vous n'allez pas acheter le silence des gens. Voilà. Merci beaucoup, monsieur Makaboro. C'est David Bruce. Voilà. Vous n'allez pas acheter le silence des gens. Il y a des familles qui portent le deuil jusqu'à ce jour. Parce qu'ils ne savent pas où est-ce que leurs parents ont été enterrés. Dans quelles circonstances ils ont été enlevés, ils ont été tués. C'est ça la réalité. Le commandant Komlan, il a été tué à la gendarmerie. C'était un Saint-Syrien, un très brillant gendarme. Son assassin est vivant. Ceux qui sont allés le taper jusqu'à ce qu'il ne meure, il y a un qui est vivant. Je ne vais pas donner son nom. Kofi Congo. Il y a plein de personnes. T'as vu à Morin, ça je parle des personnes emblématiques. Il y a des milliers d'anonymes. Des gens qui sont décédés, qu'on a tués. Donc, vous voulez donner l'argent à des familles pour que les gens se taisent sur des crimes? Ça ne s'est passé nulle part au monde. La première des choses, c'est de réhabiliter la mémoire des gens. C'est d'abord de situer les responsabilités des gens, des uns des autres. De rechercher certains corps qui ont disparu. De permettre aux familles d'avoir au moins un lieu où ils peuvent aller se recueillir. Et après, bon, s'il y a quelque chose un accompagnement qui doit suivre, ça on en discutera. Il n'y a rien de plus important que de réhabiliter la mémoire des gens. Si vous ne réhabilitez pas leur mémoire, l'histoire retiendra que ces gens-là voulaient vraiment faire des choses. Et c'est pour ça qu'on les a tués, alors que ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Donc moi je voudrais vraiment inviter les gens du Ashkroun et ceux qui leur mettent l'argent, qui distribuent dans le pays comme on distribue des pains bénis aux gens, hein, beaucoup d'argent, d'arrêter et même de prendre cet argent-là pour construire des infrastructures. L'hôpital d'Atakpamé là-bas n'a pas de scanner. Les gens meurent tout le temps là-bas d'AVC, de maladies et tout ça. L'hôpital de Sokoré n'a pas de scanner. L'hôpital de Kara n'a pas de scanner. Celui de Dapao non plus. Tous les milliards que vous voulez dépenser, soi-disant pour indemniser les gens, alors que vous êtes en train juste de passer le sparadrap, prenez cet argent pour investir dans les infrastructures pour sauver les populations qui sont vivantes. Les morts, on fera leur point après. Donc voilà ce que je voulais dire sur le cas de Ashkroun, qui se promène là pour distribuer de l'argent un peu partout dans le pays, soit disant qu'on est en train d'indemniser les victimes. Et donc, quand Faure va partir, tous les crimes qui ont été commis sous lui de 2005 jusqu'à demain, on va aussi chercher l'argent pour partager aux gens.
Dieu seul sait combien ils sont. Ceux qui sont morts sous Faure Gnassingbé depuis 2005. Donc, quand Faure ne sera plus là, on va aller chercher aussi l'argent pour partager aux gens qu'on est en train de régler les problèmes. Mais non, un crime, il faut l'élucider. Et il faut situer les responsabilités. Après, s'il y a réparation à faire, on fera la réparation. Vous pensez que les enfants de Kofi Congo, les enfants de Komlan, les enfants de Gaston Edé, les enfants de Bruce vont venir prendre vos 600 000? Parce que vous avez fait un processus de vérité, justice et réconciliation. Où sont leurs parents? Comment ils ont été tués? Ils ont été enterrés où? C'est ça. Il faut réhabiliter leur mémoire. Il faut réhabiliter leur mémoire. Dans tous les pays civilisés, c'est comme ça qu'on procède. Dans tous les pays normaux, c'est le processus qu'on suit. On fait d'abord la lumière, la justice joue un rôle, et puis après on décide de manière solennelle de réhabiliter les gens qu'il faut réhabiliter. Après, s'il y a quelque chose qu'il faut faire pour les accompagner, on le fait. Quand je dis quelque chose, pas forcément de l'argent. Il peut y avoir des monuments, des musées, des trucs dans lesquels on retrouve des noms des gens qui ont été victimes d'un régime. Vous résumez tout à l'argent. Donc, quand on va passer dans les villages, on distribue l'argent aux gens qui sont là. On dit, ton grand-père qui a pris une balle perdue pendant une manifestation là, bon, on s'est rappelé que, oui, on l'a tué, prends 600 000, comme ça, bon, il faut te calmer, c'est bon. Et bon, vous trouverez des gens qui vont prendre ça pour aller boire du sorabi ou boire du tukutu. Ça, c'est clair. Mais il y a ceux qui ont de la dignité qui n'accepteront jamais ça. Donc, vous ne réglez aucun problème. Revoyez donc vos méthodes, nos chers amis de Ashkroun avec Madame Awanana et tous ses collaborateurs. Voilà ce que je voulais dire sur les campagnes d'indemnisation du Ashkroun qui se promènent avec de l'argent pour distribuer aux gens. Je ne sais pas si cet argent-là, il le transporte dans la voiture ou bien c'est les chèques qu'ils donnent aux gens. Mais une chose est certaine, cet argent serait plus utile si on le met dans les infrastructures, construire les écoles, les hôpitaux, faire des routes, pour ceux qui sont vivants pour le moment, plutôt que d'aller les partager aux gens comme si vous étiez en campagne électorale ou je ne sais pas qu'est-ce que vous faites avec ça. Donc voilà ce que je voulais dire. Alors, un avant-dernier sujet, le dernier sujet avant de tomber sur Kpalimé, je pense, c'est la dernière fois, il y a eu dans notre pays une délégation américaine. Il y a une délégation américaine qui est passée, dirigée par le responsable de la commission des affaires étrangères au Sénat américain, M. John Tomaveski, qui est passé au Togo du 25 au 28 et qui a pris contact avec l'ensemble de la classe politique. On a vu des photos publiées par la SG de la présidence, qui est pratiquement aujourd'hui... le seul visage qui reste de la gouvernance, parce qu'on ne voit plus le Premier ministre, même si il gère les affaires courantes. Quand les délégations viennent, c'est Sandra qui les reçoit, et puis on ne voit plus la Premier ministre. Donc c'est elle qui a pris les grades et le poids. Et donc, elle les a reçus, après les partis politiques, les organisations de la société civile. Et dès que ce monsieur est remonté dans l'avion pour partir, nos autorités et leurs outils de propagande ont pondu des articles mensongers pour dire que le monsieur a félicité le Togo, d'avoir fait des réformes pour passer au régime parlementaire et que les États-Unis félicitent le Togo d'être passé au régime parlementaire. Et ça a été repris par des outils de propagande du régime, en commençant par Republic of Togo, qui est une boîte de propagande et de diffusion de fausses informations. Elle n'a jamais été... c'est le site officiel, en plus, qui diffuse, qui fait de la manipulation, de la propagande. Le site officiel, dirigé par un certain Bruno Finel, Republic of Togo, pour ceux qui ne le savent pas, c'est dirigé par... Bruno Finel, qui est un filleul de Débache, donc qui est en France et qui revient à Lomé juste pour empocher les milliards qu'il engrange dans les grandes sociétés. Il fait de la publicité, il vient, il ramasse l'argent, il donne les miettes à quelques journalistes qui travaillent avec lui et qui l'aident à faire de la pollution médiatique. Et il repart
Donc, ils ont suffisamment d'argent qu'ils ont investi un peu partout dans l'immobilier en France et dans les pays. Et donc, nous qui sommes si souverainistes panafricains, le site officiel qui nous sert d'instrument médiatique, c'est un étranger qui en est le premier responsable, et notamment un blanc. Et donc, après, c'est pour aller crier aux Nations Unies que nous sommes fatigués de vous, on est fatigués de ça. Même un site internet officiel d'un pays comme le Togo, c'est un blanc qui le gère et qui diffuse des fausses informations au vu au sud de la HAC. Et donc, lorsqu'ils ont commencé par écrire ce genre d'articles un peu partout, on s'est dit, mais il y a des gens qui ont participé à des réunions et qui n'ont jamais entendu ce monsieur tenir ses propos. Et donc, vérification faite, on se rend compte que M. John Tomaveski n'a jamais prononcé la moindre phrase pour féliciter qui que ce soit d'être passé du régime présidentiel vers le régime parlementaire. Il a juste dit que il a recueilli les réactions des dirigeants d'opposition, de la société civile, du gouvernement togolais et d'autres parties prenantes et a encouragé l'inclusion de tous les citoyens togolais dans l'élaboration des tests clés. C'est ce qu'il a dit. Et c'est ce que l'ambassade a mis sur son site. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que monsieur a constaté que la modification des tests clés de notre pays, ça veut dire la loi fondamentale, n'a pas fait l'objet d'un débat public, d'un débat national impliquant tous les acteurs. D'où vient que les sites de propagande et les réseaux de propagande du régime se sont pressés de dire oui, il a félicité le Togo parce que le Togo est passé au régime parlementaire. Voilà comment le régime est en train de berner les gens. Et ces articles ont suscité beaucoup d'indignation dans certains milieux. Les gens se sont dit, mais on n'est pas sérieux. Donc, nous, on est allé à l'information, on est revenu là-dessus pour dire que ce monsieur n'a jamais tenu ses propos. Il n'a jamais tenu ses propos. Au contraire, il demande aux Togolais de réviser les tests si révision il y a de manière consensuelle. Voilà comment le régime, lui-même se ridiculise, dans le monde. Et voilà le message qu'on envoie aux gens. Donc, dans la foulée de cette visite-là, la photo qui a été publiée par Sandra Johnson, on a vu le ministre Pré et le ministre Pusak Betome. Pusak Betome, dans les journaux aussi écrit des articles qu'il a été rappelé à la présidence au titre de conseiller. Et donc, qui a été rappelé à la présidence au titre de conseiller. Et les gens parlent de promotion. Avant de tomber sur le cas Palimé, je vais revenir un peu sur ces genres de nominations qui se font ces derniers temps à la présidence et quelle interprétation il faut en faire. Et mon frère et grand frère François Sobavi a fait une courte réflexion de ces nominations sur sa page Facebook en mettant en lumière que ces nominations à la présidence grèvent le budget national. C'est-à-dire, à chaque fois qu'on nomme quelqu'un conseiller à la présidence, c'est de l'argent des Togolais, du contribuable qu'il faut payer à la personne. C'est beaucoup d'argent qu'on dépense pour rien et que ces nominations n'étaient pas vraiment une bonne chose. Et comme il sait bien le faire, il a fait une réflexion assez pertinente et pointue là-dessus. Mais moi, je voudrais rebondir sur ces nominations avant d'aborder le sujet de Palimé. Alors, ces nominations, pour moi, c'est comme, vous voyez, quand vous êtes dans le système comme celui de RPT Uni ou dans une dictature, celui que vous servez, il vous amène à faire beaucoup de choses. Il vous amène à faire beaucoup de choses, de bonnes comme de mauvaises, mais beaucoup plus de mauvaises choses, pour son compte. Vous assassinez, vous êtes impliqué dans les détournements d'argent, en tout cas, vous avez des secrets d'État.
vous avez énormément de secrets d'État. Et quand vous avez des secrets d'État, le dictateur ne vous laisse pas partir. Il meurt avec vous. Et il y a des gens qui sont dans le gouvernement ou autour de Faure Gnassingbé qui se sont fait énormément d'argent, qui aujourd'hui ont envie d'aller se faire voir ailleurs. Ils sont certainement des gens qui ont une expérience, qui ont des diplômes. Ils ont envie de rentrer dans les institutions internationales, de rentrer au PNUD, à l'Union africaine, à l'ONU, tout ça. Mais Faure ne les laissera jamais partir. Il va mourir avec vous. Il va mourir avec vous. Parce que vous avez énormément de secrets. Il ne peut pas vous laisser partir. Même si demain, il ne fait plus de vous ministre, il vous nommera conseiller pour vous surveiller. Donc, en fait, vous êtes otage du système. Vous êtes otage du système. Donc, ces nominations que vous voyez lorsqu'on enlève quelqu'un du gouvernement et puis après on dit, ouais, on le ramène à un poste. Vous avez vu le cas de Boupessi, quand on a nommé Boupessi à la Cour constitutionnelle. Tout le monde a dit, oui, il sera le prochain président de la Cour constitutionnelle. Nada. Et comme Faure le sait bien le faire, il a toujours gardé mystère sur ses intentions. Mais il allait sortir quelqu'un d'autre pour mettre à la tête de la Cour constitutionnelle. Boupessi est resté là-bas. Maintenant, il est fondu dans la masse. Bon, je ne dis pas de la masse, c'est la masse de la Cour constitutionnelle. Il n'aura pas un rôle majeur à jouer. Pourquoi il le case là-bas? Il le case parce qu'il sait qu'il a énormément de secrets. Ils ont fait beaucoup de choses ensemble. Ils ont fait beaucoup de choses ensemble. Il n'a aucun intérêt à le voir éloigné de lui. Parce que l'homme étant ce qu'il est, peut-être frustré, je ne sais pas quoi, il va aller sortir, une fois qu'il est dehors, il va aller sortir des informations sensibles. Donc, il y a des gens qui sont autour de Faure Gnassingbé, il va mourir avec eux. Le ministre Pius Agbetomé, qui a fait au moins une dizaine d'années au ministère de la Justice, c'est sous lui qu'on a fait tous les procès scandaleux. Qu'on a monté des dossiers pour mettre des opposants en prison, pour faire ci, pour faire ça, pour poursuivre les gens. Il recevait les ordres de quelque part. Tout le monde sait comment ça se passe. Il recevait les ordres de quelque part. Comment se fait-il que quelqu'un qui à un moment donné était dans une situation d'acuité visuelle réduite, puisqu'il avait des problèmes des yeux, il a un glaucome qui a pris ses yeux, et qu'il n'arrivait même plus à regarder les dossiers au ministère, ce sont ses collaborateurs qui traitaient les dossiers, on enlève du gouvernement, et puis le lendemain, 2 mois après, on le nomme conseiller à la présidence. Ce n'est pas une promotion. Le dictateur tient à ce qu'il reste autour. Il reste là. Même s'il ne le voit pas, parce qu'il va conseiller il n'écoute pas grand monde. Pitan Tchala, en son temps, était conseiller à la présidence. Dieu seul sait combien de fois il voyait Faure. Il s'en plaignait. Il s'en plaignait énormément, parfois à chaudes larmes dans son bureau. Lui, il avait encore un bureau. Il y a beaucoup de gens qui sont conseillers à la présidence qui n'ont aucun bureau. Ils sont dans la nature. Bon, eux aussi, le fait de mettre sur le cas de visite que je suis conseiller à la présidence, ça leur suffit pour faire le trafic d'influence, pour influencer les gens. Donc, Pitan Tchala est resté là-bas, c'est eux qui ont mis Faure au pouvoir. Mais à un moment donné, Faure ne voulait même plus le voir. Il est resté à la présidence pendant longtemps. Les seules et les rares fois qu'il le voyait, et il le voyait en quelques minutes, et puis il lui dit, bon, tu as quoi, et puis bon, s'il peut lui donner de l'argent, il lui donne un peu. Et puis ça fait encore quelques mois après, Pitan Tchala s'en plaignait, il avait des soucis. Après, à la fin, il a éloigné de la présidence, il a envoyé la hack. Bon, va rester, tu es journaliste, va gérer les problèmes de la corporation, et puis il en est mort. Pitan Tchala se plaignait, informez-vous, énormément. Faure ne le regardait pas. Faure, il n'a que le temps pour les conseillers qui viennent de l'extérieur, les blancs, tout ça. Tous ceux qui disent qu'on est conseiller du président là, à la République, il n'y a rien. Certains n'ont même pas de bureau. Donc, quand vous voyez les gens, vous allez voir, je vais publier une photo de ceux qui suivent le direct, vous pouvez suivre la photo directement avec moi. Je vais publier une photo du ministre Pré. Le ministre Pré qui a longtemps fonctionné comme en réalité le vrai premier ministre du Togo, parce qu'il était le secrétaire général de la primature. C'est lui qui était le visage de Faure Gnassingbé, les yeux de Faure Gnassingbé à la primature. C'est lui qui torpillait tout à la primature. Et il est admis à la retraite il y a un bout de temps. Et après, il a été rappelé à la présidence. Et il était cité dans le Petrol Gate que nous avons publié. Il faisait partie de ceux qui prenaient les commissions et tout ça. Et la dernière fois, quand le ministre, quand la commission de la délégation américaine est passée, il y a une photo qui a été prise. Puisque nous, journalistes que nous sommes, on analyse aussi les images énormément.
Et donc, la photo qui a été publiée sur la page Twitter de Sandra Johnson, que j'ai récupérée, je vais vous montrer en direct, vous allez voir l'image de Pré qui est conseiller à la présidence, vous allez voir. Je publie la photo pendant qu'on y est, et vous allez voir. Pour ceux qui sont en ligne, vous allez voir la photo. Voilà la photo. C'est la sémiologie. Hein. Voilà la photo. Alors, vous pouvez regarder la photo de M. Pré que j'ai publiée. Voilà M. Pré qui, pendant longtemps, est resté dans le circuit. Vous ne pouvez pas imaginer ce que ces gens-là ont fait dans ce pays pour torpiller la démocratie. Pour torpiller la démocratie. Et ils en étaient fiers. Ils étaient de tous les coups. Ils étaient prêts à tout. Que ce soit sur le plan physique, spirituel. Les gens amenaient les marabouts au Togo. 24 mois sur 24, 12 mois sur 12 mois. Ils les logeaient dans leurs maisons pour faire des pratiques au Togo, pour que le pouvoir ne change jamais. Et ces gens-là, forcez ce qu'ils ont fait ensemble. Et Pré, lui, il était aussi dans les affaires de route et tout ça, avec son épouse et tout ça. On avait même dénoncé certaines choses par des articles à l'époque. À la primature, il a torpillé tous les premiers ministres. Il était vraiment l'espion de folle, les yeux de folle à la primature. Il rapportait tout. Et s'il fallait bloquer celui-ci, il fallait faire ci, il fallait torpiller tel dossier. C'était eux. C'est eux qui recevaient les ordres pour faire ça. Et pendant qu'il a fait tout ça toute sa vie, chez lui à Pagoуда, ils n'ont rien fait. Ils n'ont rien fait. Ils n'ont rien fait chez eux à Pagoуда. En tout cas, je ferai une émission après, je ferai un live après, région par région, pour décrire comment les choses se passent. Et donc, voilà. Voilà sa photo. Il est conseiller à la présidence. Regardez dans quel état il est. C'est quelqu'un qui est physiquement diminué. Mais pourquoi Faure tient à ce qu'il soit à la présidence? Parce qu'ils ont des secrets ensemble. Il ne peut pas le laisser partir. Et donc ce monsieur, il ne vit plus. Il est dans il est dans une situation, il est dans un enfer sur terre. Il est à la retraite. Il aurait pu vivre de sa retraite tranquillement, se soigner. Parce que bon, c'est des gens qui de temps en temps ramassent des maladies à gauche et à droite. Il aurait pu se soigner. Mais Faure le tient. Et dit, toi, tu ne bouges pas, reste à côté de moi. Parce que toi et moi, on a des secrets ensemble. Si tu t'éloignes, tu vas sortir nos secrets. Donc voilà l'une des raisons fondamentales pour laquelle on nomme les gens conseillers à la présidence. Ce n'est pas forcément pour avoir leur expertise des dossiers. Certains ne rencontrent même pas le président. Mais on a besoin de les garder. Et donc les gens sont otages du système. Vous avez vu que des gens comme Bakali, qui était aide de camp, ancien directeur de la douane, tout ça. Vous avez vu, on l'a envoyé préfet à Kara. Il est là-bas depuis 10 ans, je ne sais pas, peut-être un peu 10 ans. Même pour venir à Lomé, il faut qu'il demande l'autorisation. Imaginez s'il veut sortir du Togo. Pour qu'il vienne à Lomé, Bakali, il faut qu'il demande l'autorisation. Il dit, ah, monsieur le président, pardon, je veux venir à Lomé pour regarder dans quel état se trouve ma maison. Il y a longtemps, je n'ai pas vu ma maison. Il va dire, ah, ok, tu veux venir, ok, viens. Si le président dit non, il reste à Kara. Parce qu'ils ont tellement de secrets, il y a des choses qu'ils ont eu à faire ensemble. Donc, le dictateur, il n'a pas intérêt à ce que des individus comme ça puissent s'éloigner de lui. Donc, ceux qui, de façon naïve, disent que oui, on va aller dans le système pour changer le système de l'intérieur, dès que vous rentrez dans un système pareil, vous devenez l'otage du système. J'ai l'habitude de dire à des amis, les gens du NIR ou du RPT, si vous les avez combattus une fois ou vous les combattez, ne changez jamais d'avis. Ne changez jamais d'avis. Ne dites pas un jour, oh, je suis fatigué, la lutte a trop duré, je ne sais pas combien de temps je vais vivre encore, bon, je vais retourner dans le pouvoir, peut-être que là-bas je vais trouver un poste, les opposants ne sont pas sérieux. Vous retournez là-bas, ils vont vous tuer. C'est des gens rancuniers. Rancuniers, il n'y en a pas. Vous retournez là-bas,
Dans un premier temps, ils vont bien vous accueillir, ils vont même vous montrer comme un exemple. Ils vont dire, ouais, le fils prodigue, il a trouvé la raison, il est ceci. Et ils vont vous donner tout ce que vous voulez. Si vous voulez avoir 2 voitures aujourd'hui, une maison, ils vont tout vous donner. Au moment où vous serez en train de manger, que vous avez oublié qu'il y a un danger, c'est là où ils vont vous empoisonner. On a vu les frères Lawson, quand ils sont revenus, ceux qui se sont approchés de Yadima, comment ils ont été tués. C'est une question de logique dans une dictature. Le dictateur ne pardonne jamais. Mais si vous retournez vers lui, après l'avoir critiqué, après l'avoir combattu, il fait comme s'il a oublié. Mais il attendra le bon moment, au moment où vous avez oublié tout ça, pour vous donner le coup fatal. Donc, il y a beaucoup de gens qui sont retournés au pouvoir, qui sont morts dans des circonstances non élucidées jusqu'à ce jour. Donc, ceux qui rentrent dans les systèmes pareils, après l'avoir combattu, en disant oui, il faut se battre, il faut aller dans le système pour le changer de l'intérieur. Vous êtes qui pour changer le système de l'intérieur? Vous pensez que ceux qui sont dans le système, ils n'ont pas envie de changer le système de l'intérieur? Les gens sont allés dans le système, ils ont accumulé beaucoup d'argent. Ils ne peuvent même pas vivre de cet argent. Aujourd'hui, ils sont devenus l'otage du système. Pour sortir du Togo, il faut demander l'autorisation à Fagne Assingbe. Pour acheter une voiture, il faut faire attention. Pour porter la meilleure veste, il faut faire attention. Et après, le système va vous liquider un à un. Il va vous tuer politiquement, parce qu'une fois que vous retournez dans le système, vous êtes déjà vendu. Il va vous faire manger beaucoup de choses, mais après, ils vont vous empoisonner, ils vont vous liquider. Donc, il y a des gens aujourd'hui qui sont dans l'entourage de Fagne Assingbe, qui se disent dans leur tête que bon, si je quitte le ministère ou si je quitte mon poste de conseiller, je vais aller aux Nations Unies, je vais aller à l'UA, je vais aller au CENSAD, je vais aller dans une institution internationale parce que j'ai les trucs. Mais il ne vous laissera jamais partir. Parce que vous en savez trop sur lui. Il vous a utilisé pour faire beaucoup de choses dans l'ombre. Donc, vous allez mourir. Et puis ensuite, il tient vos bulletins de santé. Est-ce que vous ne savez pas que Ford tient vos bulletins de santé? Il connaît la santé de chaque collaborateur. Il sait qui souffre de ci, qui souffre de ça. C'est le chef. C'est le chef. Il a toutes les informations. Il sait qui a le VIH, il sait qui a le diabète, il sait ceux qui vont mourir tôt, ceux qui vont faire ci. Il connaît tout ça. Il a vos dossiers. Donc, il va vous utiliser jusqu'à la mort un à un. À moins que lui parte avant vous. Regardez l'état de près. Est-ce qu'un homme comme ça, il vit encore? Il est dans un enfer. J'ai vu la photo. J'ai zoomé la photo, j'ai regardé. J'ai dit, mais c'était les tout-puissants du régime. Il a tout fait dans le régime. Les coups foireux, les trucs spirituels pour que le pouvoir ne change jamais. C'est eux qui étaient les cerveaux de ça. Mais force c'est qu'il en sait beaucoup. Qu'est-ce qu'il fait? Il le nomme à côté de lui pour le contrôler. Donc, ceux qui disent oui, moi, je vais rentrer dans UNIR ou bien RPT, et voilà, peut-être que je vais gagner un peu avant de mourir. Quand tu y vas, achète ton cercueil. Le jour où tu décides d'aller, il faut y aller avec ton cercueil. Parce que tu finiras mal. Ils vont te liquider. Ils vont te liquider au moment où tu seras un jour en train de manger, tu vas t'oublier. Tu vas t'oublier et tu vas dire, ah oh, vraiment, le système est bon, hein. On a passé trop d'années dans la souffrance, dans l'opposition, à critiquer le régime, alors que les gens sont ici, se font des milliards, se font beaucoup d'argent. Le jour où ils vont te donner le coup fatal, tu t'attendras le moins. C'est comme on t'amène au dernier étage de 2 février pour un dîner. Et tu es là-bas, tu es tranquille, tu bois le bon vin, le champagne, tu as le caviar, tu as le saumon fumé. Et puis bon, on enlève l'ascenseur, on enlève même les escaliers, on te laisse tomber. C'est comme ça qu'il fonctionne. Quand tu changes de veste et tu retournes vers eux, ils vont vous célébrer. Mais ce n'est pas pour un long moment. Non. Donc faites très attention et regardez comment les collaborateurs de M. Fagne Assingbe finissent parfois. Il y a des gens qu'on dit sont conseillers, ils ne le verront jamais, même pas une année, ils ne vont pas le voir. Mais dans les villages, comme on utilise les titres pour influencer les gens, s'il y a peut-être une activité au village, on va dire, ouais, on attend que le conseiller personnel du président arrive. Non, on va immobiliser tout le monde. Lui va arriver d'abord avant que la cérémonie ne commence. Bon, c'est peut-être le privilège qu'il va tirer de ça. Mais pour le reste, là, il n'y a rien. Les 500 000 francs ou 1 million qu'on va lui donner comme conseiller à la fin du mois, par rapport à l'argent que la présidence dépense, c'est rien du tout.
Donc voilà ce que je voulais ajouter. Maintenant, je vais parler de Palimé. Je pense que beaucoup de gens attendaient ça. Je vais parler de Palimé. Alors, nos amis de Palimé, il ne faut pas m'en vouloir, mais il y a des choses pas du tout catholiques qui se passent à Palimé. Il faut qu'on y mette le doigt. Si on peut corriger, on va corriger. Ce que je vais dire là sur Palimé, je vais le dire à l'endroit de nous tous Togolais, mais principalement à l'endroit des sages, s'il y en a à Palimé, des personnes ressources, des gens qui ont encore intérêt qu'on garde nos valeurs. Des gens qui ont intérêt qu'on garde nos valeurs, qu'on les préserve, qu'on préserve nos jeunes de certaines pratiques. Il n'y a pas longtemps, quand j'étais encore au pays, il y a peut-être 7 ans, 8 ans, on avait fait un très bon dossier sur le phénomène des LGBT à Palimé. C'est une ville dans laquelle ce phénomène a pris beaucoup d'ampleur. Mais ça continue d'ailleurs. Les réseaux, les tentacules qui se forment et tout. Malgré le fait que le Togo dit qu'il n'autorise pas l'homosexualité et tout ça. Mais tout le monde sait que c'est toléré dans notre pays. Vous avez même dans le gouvernement des ministres qui sont bisexuels. Je ne vous donne aucun secret, vous devez le savoir. Vous avez des enfants des ministres qui sont des homosexuels, des gays, des PD, tout ça. Vous avez des ministres qui sont des homosexuels, qui sont des bisexuels aussi. Peut-être que vous devez le savoir. Vous devez le savoir. Donc, quand on voit des gens qui vont à Genève pour dire que le Togo n'autorise pas ces genres de pratiques, alors que en leur propre sein, ces pratiques existent, il y a de quoi dénoncer cette hypocrisie-là. Mais c'est un phénomène qui prend de l'ampleur. Mais comme il y a aussi des dirigeants qui sont dedans, qu'est-ce que vous voulez? Il y a des dirigeants qui sont dans ces pratiques-là. Et je ne veux nommer personne, mais si vous faites vos propres enquêtes, vous saurez aujourd'hui qui sont les ministres au Togo qui sont bisexuels. Et qui sont dans des pratiques de ce genre. Mais, pourquoi je veux parler de Palimé? Palimé est une ville très agréable. Moi, j'y suis allé rarement. J'y suis allé ne serait-ce qu'à des occasions où il y a un deuil, funérailles et tout ça. Mais je ne suis pas habitué à Palimé. Mais j'ai toujours gardé un œil sur ce qui se passe là-bas en termes de vie de débauche et des pratiques qui prennent de l'ampleur. Et c'est pour ça que je tiens à en parler. C'est pour ça que je tiens à en parler. Quelqu'un me demande si c'est des ministres qui sont bisexuels, c'est des ministres femmes ou hommes, les deux. Les deux. Il y a des ministres femmes qui sont bisexuels, il y a des ministres hommes qui sont bisexuels. Renseignez-vous. Et donc, Palimé, c'est une ville qui attire les touristes. Je pense que si on met les statistiques, si le ministère du Tourisme se fait violence pour nous mettre les statistiques à disposition, on verra qu'il y a énormément de touristes qui vont à Palimé. Palimé avec son climat, son accueil, en tout cas son environnement, tout ça, il y a des raisons pour que les gens aillent à Palimé, pour ceux qui viennent de l'extérieur, ou les gens qui veulent passer le week-end. Voilà, Palimé est une ville très attrayante. C'est une ville accueillante, attrayante, qui a énormément d'atouts. Est-ce que ces atouts sont mis en valeur? C'est un autre débat. Pourquoi, par exemple, le château Vial est abandonné? Vous allez là-bas, il n'y a que les murs, il n'y a pas grand-chose. J'ai un ami, les enfants d'un ami qui sont allés l'année dernière au château Vial, il n'y a pratiquement rien. Ils n'ont vu que des murs, il n'y a même pas quelqu'un qui sert de guide pour parler du château, de l'histoire du château, comment le château a été construit, qui en est le propriétaire, rien du tout. Ils sont juste allés là, les enfants s'en sont sortis très déçus. Donc, comment est-ce qu'on valorise nos sites touristiques et culturels et cultuels? Le ministère du Tourisme n'en fait pas une priorité, c'est la TVT qui l'intéresse. Donc, Palimé a de quoi attirer beaucoup de visiteurs. Seulement, il y a l'envers du décor. L'envers du décor, c'est ce qui m'intéresse et ce que je vais partager avec vous. Aujourd'hui, à Palimé, il y a un phénomène de prostitution généralisée
qui s'est développée. Et la partie qui m'intéresse, c'est la partie qui touche les élèves. C'est la partie qui touche les élèves. Il y a des réseaux de proxénètes à Kpalimé. Il y a des réseaux de proxénètes à Kpalimé qui recrutent les filles dans les établissements scolaires et qui les mettent à disposition des visiteurs dans les hôtels. Dès que vous appelez les gens que bon, ce week-end on va à Kpalimé, on n'a pas d'accompagnateur, on n'a pas je sais pas quoi, on n'a pas une femme à côté de nous. Dès que vous arrivez à Kpalimé, une fille viendra vous rejoindre dans votre hôtel. Et des gens sont payés pour ça. De telle sorte que le phénomène prenant de l'ampleur, ça touche énormément les élèves. Les adultes, bon, moi je ne veux pas trop m'attarder là-dessus. Il y a des gens qui sont adultes, qui font de la prostitution, des femmes au foyer qui vont se livrer dans les hôtels. Bon, ça ne m'intéresse pas. Même si c'est une question préoccupante. Mais c'est les élèves. C'est les élèves. Pourquoi j'insiste sur les élèves? J'insiste sur les élèves parce que ce phénomène de proxénétisme est en train de détruire la jeunesse. Et surtout les élèves. Parce que ces élèves-là, qui vont coucher avec les gens qui viennent de Lomé, qui vont coucher avec les gens qui viennent de l'extérieur, qui vont coucher avec les gens qui viennent du Bénin. Vous savez qu'avant, il y a aussi des Béninois qui quittent Cotonou et qui vont au week-end à Kpalimé. Et non seulement ces élèves se prostituent, mais personne ne sait les maladies qu'elles prennent. Les maladies qu'elles prennent. Et quand elles prennent des maladies, elles vont coucher avec leurs copains qui sont des élèves, qui sont dans les lycées ou les collèges, et elles transmettent ces maladies-là à leurs copains. Et ça, c'est très dangereux pour notre pays. C'est extrêmement dangereux pour notre pays. C'est pour ça que on sait qu'à Kpalimé, il y a des réseaux qui s'organisent, qui partent de Lomé, qui vont à Kpalimé pour aller faire des partous avec les filles, qui vont faire n'importe quoi à Kpalimé avec les filles. C'est le lieu de la débauche de beaucoup de gens. On le sait. Le gouvernement même le sait. Les autorités le savent, puisque même certains ministres font ça. Mais à un moment donné, il faut arrêter le phénomène. Parce que le phénomène est en train de toucher tous les domaines. Parce que demain, ces proxénètes vont commencer par utiliser les filles mineures, s'ils ne les utilisent pas déjà, à des fins lucratives. Alors que le proxénétisme est puni, je ne pense pas par le code pénal ou le code de procédure pénale, je n'en sais pas trop. Les juristes vous diront. Donc, il y a des réseaux qui sont organisés à Kpalimé pour faire ce genre de choses. Je pense que les autorités coutumières de Kpalimé, les autorités traditionnelles de Kpalimé doivent commencer par ouvrir les yeux sur ce qui se passe dans leur ville. Même les jeunes, ceux qui tiennent au maintien des valeurs. Parce que dans nos quartiers, il y a des villages, dans les villages, il y a les quartiers, il y a les CDQ. Vous n'êtes pas là seulement pour les activités politiques. Mais jetez un œil avant qu'on était jeunes. Mais quand quelqu'un vient dans le quartier, on essaie de savoir qui est-il, qu'est-ce qu'il vient chercher dans le quartier. Est-ce qu'il vient draguer une de nos sœurs? Est-ce qu'il vient draguer, souvent, qu'est-ce qu'il vient draguer quoi? S'ils ont loué une villa, on essaie de voir qu'est-ce qu'ils font dans la villa. Et puis s'il faut les signaler à la police, on les signale à la police. Aujourd'hui, il y a plein d'hôtels à Kpalimé. Les gens viennent faire n'importe quoi avec les enfants de la ville, les jeunes de la ville, et personne ne dit rien. Parce que justement, c'est des services payants. On couche avec les filles, on leur donne de l'argent, et ben voilà. Et ces filles prennent de la maladie, parfois il y a des mineurs parmi eux. Donc, il y a lieu aujourd'hui de renforcer l'autorité parentale. Ça, c'est d'abord que chaque parent essaie de regarder ses enfants pour dire, mais où est-ce que tu as trouvé ce téléphone? Tu vas où? Ce portable qui coûte très cher, où est-ce que tu l'as trouvé? Qui t'a acheté une moto? Il y a ci, il y a ça. Il faut retrouver l'autorité parentale, mais en même temps, il faut que les autorités de la ville essayent de se retrouver pour mener une réflexion sur le problème et savoir comment le contenir. Parce que les touristes viendront toujours à Kpalimé. On ne peut jamais refuser ça. Parce que Kpalimé est attrayant. Les hôtels feront les affaires. Mais comment est-ce qu'il faut préserver les touristes de ce fléau-là? Ou les gens qui volontairement chaque week-end vont à Kpalimé et qui vont abuser des filles et qui reviennent tranquillement à Lomé. Prochain week-end, on va encore à Kpalimé. Donc, le préfet, le maire, les autorités coutumières, les chefs qui sont dans les quartiers, les CDQ, même les jeunes, il faut vous organiser pour mettre fin à ce phénomène. Il faut démanteler ces réseaux de proxénètes. Ils sont là, vous les connaissez à Kpalimé. Les réseaux qui placent les filles dans les hôtels quand les gens viennent. Vous les connaissez. Et
Et ces filles, demain, qui vont ramasser des maladies, qui vont transmettre à leurs copains, leurs copains aussi vont transmettre à d'autres copains, puisque l'infidélité est devenue la norme dans nos pays, mais les maladies vont se propager. Je suis curieux de savoir s'il faut faire une étude détaillée, quel est le taux de VIH dans la zone de Palimé. Je suis curieux de le savoir. Il y a 20 ans, quand je travaillais dans ce domaine-là avec un frère pasteur, on avait des indicateurs précis. Mais bon, il y a longtemps que je ne travaille plus dans ça. Donc, je suis curieux de savoir c'est quoi le taux d'infection de VIH dans la zone de Palimé. Et les hépatites et tout ça. Donc, moi, j'interpelle les autorités de tout rang, de tout grade. Et j'interpelle les populations de Palimé. C'est vrai que ceux qui viennent, ils peuvent être inconscients, mais ceux qui sont dans la localité, ils doivent créer quelques réseaux de surveillance. Les gens qui sont dans la diaspora, qui sont de Palimé, parlez à vos frères, parlez aux gens qui sont à Palimé, pour que les gens ouvrent les yeux. C'est des phénomènes qui vont détruire vos frères, vos petites sœurs et tout ça. L'individu, l'homme, la femme ne peut plus devenir une chair qu'on vient consommer et chaque week-end qu'on repart à Lomé. On fait n'importe quoi dans les hôtels et il n'y a pas de surveillance. Il y a des maisons closes, il y a des gens qui ont mis des villas à disposition, on amène les filles, on fait des partous, il n'y a rien. Mais si on vous dit demain qu'il y a quelques jeunes qui sont en train de préparer un coup d'État là-bas, la gendarmerie saura où les gens sont. Mais quand on fait les conneries de partous, les gens ne savent pas. L'actuel préfet de Palimé, M. Bertin Hassan, c'était un camarade de lutte. On a milité ensemble sur le campus. On a milité dans l'UFC pendant au moins une quinzaine d'années. Après, bon, eux, ils sont partis aux affaires. Bon, la vie, c'est comme ça. Les gens, à un moment donné, changent de conviction. Il est préfet peut-être bientôt 7 ans, 8 ans. Bon, c'est vrai que lui aussi, de temps en temps, on était des très grands démocrates quand on était dans l'opposition. Une fois qu'ils sont aux affaires, ils interdisent les manifestations, ils interdisent l'opposition de venir travailler dans le... Mais il est préfet depuis 8 ans ou 7 ans. C'est des gens avec qui on a fait les maquis ensemble. Eux, ils sont allés aux affaires. Il est préfet. Donc, il faut arrêter ça. Il faut interpeller monsieur le maire, il faut interpeller les chefs de quartier, la gendarmerie, la police, pour mettre des dispositions en place pour arrêter ça. Sinon, dans 10 ans, 15 ans, les gens vont être contaminés partout à Palimé. Et puis en plus, vous n'aurez même plus d'élèves, des enfants, des filles de valeur, vierges et tout ça. Les gens sont en train de détruire les enfants des gens. Donc, il y a le prosélytisme, il y a les partous, il y a les LGBT qui sont très développés. Ça, je le dis parce qu'on a fait des enquêtes là-dessus, on avait publié un dossier là-dessus. Il y a tous ces phénomènes qui existent à Palimé aujourd'hui. Accessoirement à Kara aussi, les Evala arrivent. Ça va être la grande prostitution à Kara. Derrière les Evala, il se passe beaucoup de choses. Donc, les maisons des jeunes qu'on a construites chez nous, ça sert à quoi? Parce que quand vous n'avez pas de structure pour permettre à la jeunesse de se valoriser, de s'éclore, vous n'avez pas les centres culturels, vous n'avez pas des lieux de théâtre, vous n'avez pas de cinéma, vous n'avez rien. Les enfants vont faire quoi? Il n'y a pas de parcs de loisirs, il n'y a pas de terrains de jeu, il n'y a pas ci, il n'y a pas ça, il n'y a pas de bibliothèque. Vous voulez que les enfants fassent quoi? Donc c'est une réflexion que les autorités administratives et municipales doivent mener. Où est-ce qu'on crée une bibliothèque? Et où est-ce qu'on fait ci? Où est-ce qu'on fait ça? Je donne un exemple. Depuis qu'on a érigé les mairies, depuis 6 ans, bientôt 6 ans, quelles sont les mairies qui ont doté leur municipalité de bibliothèques, par exemple? Ou de médiathèques aujourd'hui avec l'Internet? Quelles sont les mairies? Quelles sont les mairies depuis 6 ans qui ont doté leur municipalité de bibliothèques ou de médiathèques pour permettre aux jeunes de venir dans un centre, apprendre la lecture, faire des recherches, jouer au théâtre, faire ci, faire ça? Bientôt la fin du mandat des maires, on va faire le bilan. Qui sont les maires qui... les gens viennent en France, les gens sont là, les gens ont des conteneurs de livres qu'ils veulent envoyer en Afrique. Ils ne peuvent pas. Et les mairies ne sont pas intéressées. Tout ce qui intéresse les maires qui sont là depuis 6 ans ou 5 ans et demi, c'est de monter des projets bidons, de faire des surfacturations et d'avoir de l'argent ou d'acheter des terrains à leur compte. Quelles sont les municipalités ou les maires depuis 5 ans
qui ne serait-ce qu'ont conçu des bibliothèques remplies de livres, ont conçu des centres culturels dans leur municipalité. Parce que quand les jeunes n'ont pas d'espace de loisirs, ils vont dans la prostitution, ils vont dans la drogue, ils vont dans les jeux de hasard. Et quand on va dans ce domaine-là, on perd tout espoir. On perd le chemin de la vie. Donc, moi, je voudrais vraiment, franchement interpeller la conscience de nous tous. Parce que je ne parle pas seulement aux gens de Kpalimé. Je parle de tous ceux qui, à Lomé, chaque week-end, ils ramassent les filles, disent qu'ils vont à Kpalimé. Ayez seulement une seule idée en tête. Si vous allez avec votre femme en week-end, ça, c'est pas un problème. Si vous allez avec une maîtresse en week-end, c'est pas un problème. Quelqu'un me disait que Kpalimé, c'est la ville où les gens détournent les gens détournent les femmes des gens pour aller faire n'importe quoi. Bon, ça c'est entre adultes. Mais la ville ne peut pas être transformée en une espèce de Sodome et Gomorrhe, où tout va dans tous les sens. Donc, je voudrais interpeller la conscience de nous tous, nous Togolais, nous qui sommes encore très attachés aux valeurs, nous qui avons reçu une éducation assez rigoureuse de nos parents et qui faisons l'effort de le transmettre à nos enfants. L'éducation basée sur les valeurs, le respect, la rigueur, la recherche de la vérité, et le refus de la vénalité. Nous devons nous réveiller parce qu'il n'y a qu'une minorité qui ramène la majorité à la raison. Vous savez ce que Emmanuel Kant disait pour ceux qui ont étudié la philosophie, les préjugés de la majorité. Il arrive souvent que la majorité n'ait pas raison. Les préjugés de la majorité. Il n'y a que cette minorité-là, au Togo, qui n'a pas été désarçonnée par la dictature, qui n'a pas été émasculée par la dictature, qui n'a pas été déstructurée par la dictature. Il n'y a que cette minorité qui est au-dessus des dégâts de 50 ans de dictature qui puisse ramener la majorité vers le droit chemin. Parce que pour la majorité, les gens pensent qu'ils sont dans une démarche normale. Quand vous essayez de leur dire que ce n'est pas normal, puisqu'ils n'ont appris qu'à faire ça, ils vont vous dire non, c'est toujours vous. Donc, il faut... Là, on arrive pendant les vacances. Oui, merci au frère Basile Dogbe. Là, on arrive pendant les vacances. Pendant les vacances, parce qu'il y a tellement la pauvreté chez nous que les enfants ne peuvent pas aller... Les enfants qui sont à Kpalimé ne peuvent pas partir en vacances à Takpamé. Ils ne peuvent pas partir en vacances, je ne sais pas, à Sokone. Ils ne peuvent pas venir en vacances à Lomé, à Notier. Ils sont obligés de rester au même lieu, chez leurs parents. Les gens n'ont pas de loisirs. C'est des villes qui ne sont pas dotées de moyens de loisirs. Et quand je parle d'espaces de loisirs, c'est des espaces organisés, où on sait que les vacances sont encadrées, les enfants vont à un camp de découverte, ils vont ici pour jouer, ils vont ici pour apprendre le théâtre, ils vont ici pour apprendre la musique, ils vont ici pour faire ci, pour faire ça. Mais s'il n'y a pas ça, les enfants, ils sont là, ils vont se prostituer. Ils vont être la proie facile de ces prédateurs sexuels qui envahissent cette ville chaque week-end. Effectivement, c'est le terme. Les prédateurs sexuels qui vont à Kpalimé chaque week-end. Et Dieu seul sait parmi ces prédateurs asexuels ceux qui transmettent les maladies aux enfants là-bas. Il faut qu'il y ait aussi plus de contrôle dans les hôtels. La police vient récupérer chaque jour les fiches de police dans les hôtels, mais il faut qu'on sache qui vient dans un hôtel avec qui. S'il y a une mineure qu'on amène dans un hôtel, il faut quand même qu'il y ait des signalements. Ce n'est pas parce que celui qui a mis l'hôtel à Kpalimé là-bas, il veut de l'argent qu'on peut amener même des mineurs pour venir faire n'importe quoi dans les hôtels. Il faut un minimum de surveillance. Donc, j'interpelle le préfet, M. Bertin Hassan, je le rappelle, c'était un collègue de lutte. J'interpelle le maire de Batier, j'interpelle les autorités de police et de gendarmerie à Kpalimé, les chefs coutumiers, les chefs quartiers, les CDQ, même nos frères de la diaspora qui sont de Kpalimé. Il faut que chacun essaye de faire quelque chose pour que cette ville, d'ici 10 ans, ne sombre pas dans la débauche totale. Et j'interpelle nous-mêmes ceux qui, chaque week-end, là, ils prennent leur voiture, et bien, ils parlent, mais bien, on va aller faire la fête, tout ça, qui vont faire n'importe quoi. Réfléchissez un peu.
Vous pouvez aller avec les grandes personnes, mais n'allez pas abuser des enfants. N'allez pas abuser des enfants. Ce sont des enfants, des gens. Pensez aussi à vos enfants. Hein. Pensez à vos enfants qui sont à la maison. Donc, là, c'est un gros boulot pour les autorités, mais aussi pour le ministère de l'Éducation. Il faut créer des cellules de veille. 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 Donc, les préfets, les maires, tout ça, ils ne sont pas là seulement pour interdire les manifestations de l'opposition ou pour faire les campagnes pendant que les UNIF fait les meetings. Posez les vrais problèmes qui touchent les populations. Posez les vrais problèmes. Organisez-vous, créez des groupes de réflexion et commencez par trouver des solutions. Si c'est les parcs de loisirs qui manquent, créez des parcs de loisirs. Palémé est une ville qui a beaucoup d'espace et qui a un environnement assez agréable, des montagnes, des collines. On peut créer des espaces pour les jeunes, pour faire du sport sur la montagne, pour aller à la découverte, pour visiter les cascades, pour faire de l'artisanat, pour faire des jeux, pour faire du théâtre, pour faire du cinéma. Il faut que la mairie, avec les taxes qu'on collecte et tout ça, crée les petits espaces comme ça. Pendant les vacances, que les jeunes soient occupés. Trouver des bourses municipales pour les jeunes. Depuis que les gens sont maires depuis 5 ans, quel maire a mis en place un programme pour comment je dirais ça, en dehors des bibliothèques? Je ne sais pas s'il y a une mairie qui a conçu une bibliothèque, mais quel maire a mis un programme sur place pour donner une bourse aux plus méritants dans leur mairie, dans leur municipalité? Le premier du BPC, les 5 premiers du BPC de leur municipalité, les 5 premiers du BAC, les 5 premiers de je ne sais pas quoi. Même si c'est une bourse de 50 000 que vous donnez à ces jeunes, c'est encourageant pour les autres jeunes. Depuis que les gens sont maires et qu'eux-mêmes, ils remplissent leur poche, vous n'avez pas pensé créer des bourses pour aider les élèves, pour récompenser les élèves dans les établissements scolaires? Vous n'avez pas pensé créer des bourses pour primer les meilleurs élèves de votre établissement scolaire? On peut dire les meilleurs jeunes mathématiciens, les meilleurs jeunes de ceci, la mairie leur offre ça. Une mairie peut acheter par an une dizaine d'ordinateurs pour primer les meilleurs qui ont eu le bac dans leur municipalité. Aujourd'hui, nous sommes à l'ère de l'informatique. Il faut habituer les jeunes. Une dizaine d'ordinateurs, ça fait quoi? Absolument rien du tout. Rien du tout pour une mairie. Donc, parfois, ce n'est pas Fort qui va descendre pour faire tout. Je lui trouve, bon, ici des excuses. Bon, excusez-moi. C'est pas lui qui va descendre pour faire tout. Les gens ont pris des mairies depuis 5 ans, 6 ans. Ils sont dans les futilités. Même les ordures, ils n'arrivent même pas à ramasser. Eux-mêmes, tout ce qu'ils peuvent faire comme projet pour avoir des surfacturations, c'est ce qu'ils font. Vous avez des jeunes qui sont dans vos municipalités, qui sont des élèves. Vous recensez les établissements. Vous demandez à ce qu'il y ait un suivi des élèves. Les meilleurs, vous les primez. Ça va stimuler les autres élèves. L'année prochaine, si Ayoko a obtenu un ordinateur, Aïe va dire, l'année prochaine, je vais tout faire pour avoir un ordinateur. Ou bien, je ne sais pas, Ama, tout ça. Ou bien Kossi, Komi, tout ça. Chacun va vouloir se battre pour avoir un ordinateur dans son établissement. Parce qu'il sait que derrière, la mairie a un projet pour offrir aux élèves les meilleurs, soit un ordinateur, soit une bourse. Et quand je parle d'une bourse, ce n'est pas de leur donner 500 000, non. Vous pouvez réserver à chaque élève meilleur 100 000 francs. La rentrée prochaine, ça lui permettra d'acheter les fournitures. 100 000, c'est quoi pour une mairie? Que ce soit à Lomé, toutes les mairies qui sont à Lomé, les mairies de l'intérieur. Depuis 5 ans que vous êtes maire, quelle mairie a conçu une bibliothèque? Y compris les mairies des opposants. Ceux qui disaient que nous allons changer le pays. Depuis 5 ans que vous êtes là, vous avez construit une bibliothèque dans vos mairies. Vous avez élaboré des bourses pour les élèves. Exactement. La promotion de l'excellence. Des bourses d'excellence. Les bourses d'excellence peuvent être portées par un président de la République, un premier ministre, des maires. Ça se passe partout. Des bourses d'excellence. Nous sommes dans l'obligation de revenir à ces valeurs-là. Nous sommes dans l'obligation de revenir à ces valeurs.
Nous sommes dans l'obligation de revenir à ces valeurs. Les meilleurs élèves de lycée de Thiévier, les meilleurs élèves de lycée d'Aléron, les meilleurs élèves de lycée de Palimé, les meilleurs élèves de lycée d'Atakpamé, et ainsi de suite. Si chaque mairie se donne les moyens de primer ces élèves-là, on va avancer. Plutôt que de faire de la promotion sexuelle, de la débauche, de n'importe quoi. Aujourd'hui, vous avez les enfants qui sont sur TikTok parce qu'ils n'ont rien à faire. Moi, quand on me dit que les jeunes Togolais sont sur TikTok, mais c'est vrai que les gens exagèrent sur TikTok, mais posez-vous la question de savoir, est-ce qu'il y a une activité qui est là? Est-ce qu'on a créé un cadre pour permettre aux jeunes de s'épanouir? S'il n'y a pas un cadre qui permet aux jeunes de s'épanouir, vous allez les retrouver sur TikTok. C'est le seul endroit où ils se défoulent. C'est le seul endroit où ils se défoulent. Aujourd'hui, on parle de l'intelligence artificielle. Les gens sont dans la révolution numérique. Nous sommes en retard. Est-ce que au niveau de l'État central, au niveau des structures décentralisées, les mairies, est-ce que des gens pensent que dans leur mairie, ils peuvent mettre des structures pour habituer déjà les enfants, les élèves? Quel est le taux aujourd'hui au Togo d'élèves qui savent manipuler l'ordinateur? Est-ce qu'on peut nous sortir les statistiques? Où est-ce que nous en sommes? Quel est le taux d'élèves qui savent manipuler l'ordinateur? On peut le savoir. Parce que ce n'est que par rapport à ces statistiques-là qu'on peut dire nous allons augmenter la formation des gens en informatique. Toutes les écoles, les écoles de formation, les écoles classiques, on va trouver des ordinateurs pour chaque élève. Et donc, les bourses d'excellence dans les municipalités, les mairies, tout ça, va contribuer à faire évoluer les mentalités des gens. Quand je vois mon collègue qui prend une bourse d'excellence demain, je vais me battre pour que l'année prochaine, j'ai aussi une bourse d'excellence pour avoir un ordinateur. Ou ne serait-ce que pour avoir 100 000 francs pour payer mes fournitures l'année prochaine. Donc, pour revenir sur Palimé, franchement, j'en ai mal au cœur. C'est pour ça que j'interpelle nos frères, tous les Togolais, et accessoirement les gens de Palimé. Faites quelque chose. Faites quelque chose. Vous pouvez faire vos propres enquêtes. Moi je l'ai dit comme ça, que ma tête vous plaise ou pas, vous pouvez faire vos propres enquêtes à Palimé là-bas. Vous pouvez mettre en place vos propres structures d'enquête. Au bout de 2 mois, 3 mois, vous allez voir les informations que vous aurez. Moi, je ne vais pas rentrer dans les détails, je ne vais pas nommer les gens. Mais vous pouvez faire vos propres enquêtes. Moi, je viens vous mettre la puce à l'oreille. Que cette ville est en train d'être... les gens sont en train de détruire l'image, la bonne image qu'on a de cette ville. Cette ville devient n'importe quoi.